Donc une enclave, c'est vraiment ça, c'est une prison à ciel ouvert. Et c'est, on habite, d'accord, on habite dans notre maison, mais d'un autre côté, on peut pas en sortir, on peut pas sortir de son village, on peut pas aller travailler. Il faut savoir que on dit souvent, oui, le Kosovo c'est très pauvre, il y a 40% de chômage, mais quand on habite dans une enclave, eh ben on est au chômage à coup sûr parce qu'on ne peut pas aller travailler, parce que on peut pas aller travailler côté albanais, et que dans un village de 300 habitants, il n'y a pas de travail. Donc c'est vraiment ça. D'autre part, qu'y a-t-il d'autre? C'est des attaques, c'est des vols de bétail, c'est des vols de tracteurs, des vols de bois, c'est des menaces en permanence, c'est des insultes, c'est des choses comme ça. Il y a un reportage étonnamment assez objectif de la part de France 2 qui est passé dernièrement. On voyait des Serbes d'une enclave qui se faisaient insulter par les Albanais, et les enfants se faisaient insulter de sales cochons de la part des autres enfants albanais. Donc aujourd'hui, c'est très révélateur ça comme insulte, sale cochon. C'est pardon? C'est très révélateur comme insulte. C'est extrêmement révélateur. Ça indique vraiment c'est pas seulement un clivage ethnique, c'est également un clivage religieux, voire civilisationnel. C'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est proféré par des enfants. Donc c'est aussi ça qui est important à être noté, c'est que on nous dit oui, mais demain ils vont être unifiés, on va vivre tous ensemble. Mais quand on voit des enfants de 6 ans qui insultent d'autres enfants de sales cochons, on se dit que la réunification n'est pas pour tout de suite. Elle n'est déjà pas pour cette génération-là, mais certainement pas pour la suivante. De toute façon, le Kosovo, ça fait quand même 5 siècles et demi que c'est en permanence en guerre, qu'il y a des tensions. C'est pas du jour au lendemain, c'est pour les utopistes. C'est les Américains qui vont dire oui, ils vont essayer de vivre ensemble, on est venu pour la paix. On sait très bien qu'il n'y aura pas de paix, sauf au prix d'une épuration ethnique. Et à ce moment-là, un Kosovo albanais sera stable, mais musulman et anti-européen. Donc c'est comme ça que les Serbes voient leur avenir. On s'oriente vers une épuration ethnique ou une déportation massive des Serbes hors du Kosovo. Alors ce qui se passe déjà actuellement, c'est que c'est finalement une épuration ethnique douce. C'est-à-dire que les Albanais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettent la pression sur les gens des enclaves. Donc les gens des enclaves ne peuvent pas travailler, ils sont menacés en permanence. En 2004, il y a eu des pogroms avec des morts. Donc c'est vraiment des gens qui sont tendus. Et à côté de ça, les Albanais vont venir et puis vont dire ta maison, tu pourrais pas me la vendre? Non, tu veux pas me la vendre? Bon d'accord, alors demain tu vas voir. Et puis ensuite les personnes sont attaquées. Et du coup elles sont poussées à vendre. Et vendre, c'est quand on vend sa terre, on la quitte. Et finalement c'est une épuration ethnique douce. C'est le Kosovo qui petit à petit ça s'albanise. Et devient homogène ethniquement parlant. Et ce qui est important, encore une fois, à noter, c'est que la personne qui a permis, parce qu'avant, en fait, quand un Albanais ne pouvait pas acheter une terre serbe, c'était interdit. Et la première chose qu'a fait donc Monsieur Kouchner quand il est arrivé, qui dirigeait l'ONU au Kosovo, c'est de dire à partir de maintenant, c'est possible, un Albanais peut acheter une terre serbe. Et ce qui se passe, c'est que des Serbes sont forcés de vendre aux Albanais, et donc ils perdent leur terre, ils perdent leur village petit à petit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier de rappeler régulièrement à M. Kouchner, surtout lorsque le sang, malheureusement, va couler. Voilà. Je voulais rajouter, donc ça se passe actuellement. C'est-à-dire, là, tous les jours, il y a des maisons qui sont vendues, des gens qui sont forcés de vendre. Quelque chose qui peut se passer, une fois que la KFOR va partir, parce que la KFOR ne va pas rester éternellement au Kosovo, la mission de l'Union européenne ne va pas rester éternellement, normalement elle est prévue pour 200 jours, c'est que demain, les Albanais vont être tout seuls, vont diriger leur pays. Il n'y aura aucun regard international sur ce qui va se passer. Il faut savoir qu'en 2004, il y avait quand même 17 000 soldats de la KFOR, plusieurs milliers de policiers, et ils n'ont pas réussi à empêcher des émeutes, des pogroms, des villages brûlés, des monastères brûlés, des personnes qui sont mortes. On se demande comment ces mêmes personnes, demain, ne feront pas la même chose sans qu'il n'y ait de force internationale pour s'interposer. Mais M. Kouchner va nous expliquer qu'il vaut mieux regarder ailleurs. Pardon ? M. Kouchner va nous expliquer qu'il vaut mieux regarder ailleurs. Oui, nous trouverons un autre conflit ailleurs pour nous dire qu'il faut amener la paix là-bas. Mais en attendant, nous qui allons souvent au Kosovo, on verra ce qui se passe. Et il
on se dira qu'il faut encore agir, il faut agir. Alors Faut justement, pas rester impuissant face à tout cela. justement, quelles sont les prochaines actions envisagées par Solidarité Kosovo? Mais avant ça, moi, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur cette opération, parce que organiser en 4 jours dans l'urgence une opération pareille, c'est-à-dire lever des fonds, acheter le matériel, organiser tout ça, aller là-bas, c'est ça laisse admiratif. Comment vous avez réussi à faire ça? C'est très simple, nous on a reçu un coup de téléphone dimanche de la part de nos amis serbes. On a un problème, il faut nous emmener du matériel de télécommunication, le Kosovo est indépendant, ça va mal, il y a des tensions. Nous qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle entre nous, on s'envoie des mails, on se dit comment on peut faire ça, de quelle manière, et ensuite on s'appuie sur tout un réseau qu'on a tissé depuis maintenant 4 ans pour communiquer, pour récolter des dons, pour organiser toutes sortes de manifestations, de relais d'informations et nous permettre de se faire connaître, de faire connaître nos actions. Donc typiquement pour cette action d'urgence, on a été relayé par la plupart des médias alternatifs sur Internet, par énormément de radios, par des blogs, par des mailing lists, toutes ces choses-là. Donc ça a permis de recevoir en quelques jours déjà des dons et des promesses de dons. Se basant là-dessus, on se dit, on connaît déjà le montant qu'on va pouvoir mettre en place pour acheter du matériel de télécommunication. Ensuite, nous organisons le voyage, on réserve les billets d'avion, on regarde de quelle manière on va se rendre au Kosovo, on organise tout ça avec les gens sur place au Kosovo par téléphone. Et c'est vrai qu'il faut être très réactif, mais on est une association réactive, on est une association essentiellement jeune et motivée. Donc on a pu organiser ça en 4 jours et partir c'est vrai le jeudi même au Kosovo après seulement 4 jours d'indépendance Eh bien en tous les cas bravo. Et ouais. Alors maintenant quelles sont les prochaines actions que tu envisages? Il faut absolument qu'on récupère, qu'on réachète encore du matériel de télécommunication. Puisque donc là, je rappelle qu'on a fourni pour 7 000 €, donc ça permet de sécuriser quand même plusieurs villages et la partie nord du Kosovo, mais il y a encore des besoins, il y a encore des demandes. Donc on va continuer notre campagne pour récolter des fonds. Donc c'est vraiment une campagne d'urgence pour la télécommunication, pour la sécurité au Kosovo. Donc il faudrait idéalement qu'on arrive avant l'été à repartir une fois pour emmener ce matériel-là. Et sinon, comme toutes les années, nous continuons à partir au mois de décembre ou de janvier pour emmener des jouets, du matériel scolaire et des vêtements pour les enclaves serbes du Kosovo. Alors c'est vrai que cette année, on ne sait pas comment ça va se passer. Au mois de décembre 2008, le Kosovo, on ne sait pas comment il sera géré, on ne sait pas quels seront les problèmes aux douanes, on ne connaît pas la situation. Donc on se pose quelques questions sur notre voyage dans les enclaves, de quelle manière on va pouvoir l'organiser, mais c'est sûr qu'on le fera de toute façon. Je pense que les gens ont compris qu'on était motivés, qu'on était prêts à beaucoup de choses pour pouvoir aller aider les frères dans la détresse. Donc il faut vous aider, et c'est un petit peu un appel. Il faut absolument nous aider. Je crois qu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir aider concrètement des gens dans la difficulté, des gens qui luttent pour la survie de leur peuple, pour leur identité. Et aujourd'hui, on peut le faire en nous aidant. Nous, on a des contacts sur place, on connaît bien le terrain, on y allait à plusieurs reprises. Je pense que les gens qui veulent faire quelque chose de concret pour les Serbes du Kosovo doivent passer par nous et doivent faire connaître notre association. Donc on rappelle son adresse, c'est solidarité-kosovo.com. Voilà. Donc à tous pour envoyer des dons pour une aide concrète de nos frères serbes, de nos frères européens. On a également une boîte postale, c'est Solidarité Kosovo, boîte postale 15, donc boîte postale 15, 38 560, Jari, J-A-2-R-I-E, 38 560, Jari, J-A-2-R-I-E. Eh bien, on va mettre toutes ces coordonnées sur Novopresse. Très bien. Et donc Arnaud, encore bravo. Et puis à très bientôt, j'espère.
Merci, à très bientôt alors. Donc c'était Fabrice Bianco pour Novo Presse avec Arnaud Borella, le président de Solidarité Kosovo.